Bonjour, bienvenue à cette troisième séance de travail en autonomie du cours Principes généraux du droit. Nous allons poursuivre aujourd'hui ce que nous avions débuté la semaine prochaine sur le chapitre 2, la réalisation du droit, avec toujours les mêmes deux objectifs, se repérer dans l'organisation judiciaire française et être capable ensuite de comprendre et analyser une décision de justice. Donc je vous rappelle, on avait commencé à voir ce petit schéma, donc avec quels sont les tribunaux, soit de l'ordre judiciaire, soit de l'ordre administratif, qui sont compétents pour juger de telle ou telle affaire. Et on avait vu ici les tribunaux civils de l'ordre judiciaire, qui étaient compétents pour quel litige, avec des tribunaux de droit commun qui sont le tribunal d'instance et de grande instance, et des tribunaux d'exception. On a vu que c'était la matière du litige et le montant en jeu qui déterminait le tribunal compétent. Donc aujourd'hui, on va continuer à étudier ce schéma. On va voir les juridictions pénales de l'ordre judiciaire et ensuite l'ordre administratif. Et on verra également les voies de recours, cour d'appel et cour de cassation. On parlera rapidement du tribunal des conflits. Donc en ce qui concerne les compétences d'attribution des juridictions judiciaires pénales, donc ça dépend de la gravité de l'infraction qui a été commise. Les premières catégories sont les contraventions de 5e classe, violence volontaire avec interruption totale de travail de moins de 8 jours. Elles vont être jugées par les tribunaux de police. Donc il faut savoir que les tribunaux de police, c'est tout simplement une formation pénale du tribunal d'instance. Si vous commettez un délit, donc une infraction un petit peu plus grave, alors je vais pas donner d'exemple de contravention, mais voilà, vous avez un accident avec un scooter qui n'est pas assuré, contravention de 5e classe. Si vous commettez des délits comme du vol à l'arraché, du recel, des appels téléphoniques malveillants, vous allez être jugé par des tribunaux correctionnels, enfin par un tribunal correctionnel, qui est là aussi la formation pénale du tribunal de grande instance. Et enfin, si vous commettez des infractions vraiment graves, qui sont considérées comme des crimes, donc par exemple meurtre, viol, séquestration, là pour le coup vous allez être jugé en cour d'assises. Qui est alors pour le coup ça c'est une formation qui n'est pas permanente, elle ne se réunit qu'en cas de besoin, la cour d'assises. Et donc elle est constituée, c'est sa particularité, de 3 juges professionnels et d'un jury composé de citoyens. D'un jury composé de jurés qui sont les citoyens. Donc voilà, sur l'ordre pénal, on ne va pas forcément s'appesantir beaucoup plus longtemps. On fera un TD sur la responsabilité pénale. Et on parlera notamment de ce qu'est la légitime défense. Vous avez peut-être déjà entendu parler, enfin sûrement déjà entendu parler, vous ne savez pas forcément ce que c'est. Voilà, donc ça, on approfondira un petit peu en TD. 2 remarques simplement, l'existence de pôles d'instruction depuis l'affaire d'Outreau. On avait un juge d'instruction avant qui travaillait seul et ça a pu poser un certain nombre de problèmes. Donc maintenant, sur les affaires d'une certaine gravité, il travaille à plusieurs au sein de pôles d'instruction. Puisque ce sont, on y reviendra sur le rôle des différents acteurs, mais ce sont les juges d'instruction qui vont aller à la recherche de preuves, notamment à instruire en partie l'enquête à la suite d'une éventuelle enquête de police. Le rôle particulier, une petite remarque également au niveau pénal, donc il peut y avoir des peines, privatives de liberté notamment, et il y a un juge qui est chargé de l'application de ces peines, d'une éventuelle remise en liberté provisoire, de placement de mesures préventives, de placement en prison préventive, etc. Voyons maintenant un point particulier qui est la compétence territoriale des juridictions judiciaires. Donc on a choisi dans quel type de tribunal on allait. La question qui va se poser, c'est à quel endroit. Géographiquement, alors il n'y a pas des tribunaux dans chaque ville, bien entendu, une carte, mais voilà, quel va être le tribunal qui va être compétent en termes de géographie, en termes territoriaux. Le principe, c'est un principe de proximité. Le lieu où aura lieu le procès sera le lieu du domicile du défendeur. Alors, le défendeur, on n'a pas encore vu ce terme-là. Il y a le demandeur, qui est celui qui intente l'action en justice. Il l'intente contre une autre personne qu'on appelle le défendeur. Donc, ce sera par principe au lieu du domicile du défendeur. Ce principe, comme tous les principes,
va subir quelques exceptions. Donc notamment en cas de litige portant sur un immeuble, ce sera au lieu où est situé l'immeuble. Pour les litiges portant sur un conflit individuel de travail, ce sera au lieu d'établissement où se fait le travail. En cas de litige portant sur un contrat de prestation de service, ce sera au lieu d'exécution de cette prestation de service. En matière pénale, ce sera sur le lieu où a été commise l'infraction. Et alors là, on n'est pas sur la compétence territoriale des juridictions judiciaires, hein, mais j'en parle ici parce que j'en reparlerai pas forcément plus tard. En matière administrative, c'est sur le lieu de l'administration qui est mise en cause, hein, contre laquelle est intentée l'action en justice. Donc voilà les quelques exceptions sur les compétences territoriales, et dans tous les autres cas, c'est au domicile au plus près du domicile du défendeur. Donc, on fait le lien justement avec la compétence des juridictions administratives. Donc, il y en a deux, les tribunaux administratifs qui vont être composés de 1, 3, voire 5 juges qui sont aussi inamovibles en fonction de l'importance de l'affaire. Alors c'est le cas, j'ai pas à chaque fois précisé la composition de tous les tribunaux. On fera quelques exercices là-dessus en TD où vous jouerez des petits tribunaux où vous vous rendrez un petit peu compte. Globalement, il y a un nombre de juges dédiés en fonction de l'importance de l'affaire, ce qui est assez compréhensible. Et donc les tribunaux administratifs vont juger des litiges entre les particuliers et les administrations. Donc ils jugent non pas des faits ou des personnes, mais bien les actes de l'administration. Est-ce que ces actes sont légitimes ou pas? Alors, ça peut être des conflits sur des prélèvements d'impôts qui sont erronés. Ça peut être un fonctionnaire qui est en conflit avec son employeur qui est l'État. Tous les litiges. Ça peut être des litiges autour de demande de permis de construire. Sur je vous donne quelques autres exemples. Tribunal administratif. Sur les demandes de réparation, alors, il y a eu des services publics, un mauvais entretien de la chaussée, vous demandez réparation, vous êtes blessé, sur un refus de titre de séjour, sur l'expulsion d'un étranger, alors, voilà, tous ces litiges, et aussi tous les litiges qui sont relatifs au marché public. Voilà pour l'ensemble. Et donc ce qu'on appelle les autres juridictions administratives, alors c'est plutôt des juridictions disciplinaires, Chambre régionale des comptes, qui vont, un petit peu comme les matières l'indiquent, vérifier les mesures disciplinaires qui sont prises à l'encontre des agents de l'État, les comptes des différentes administrations. On est moins sur le litige, on est plus sur la vérification du fonctionnement des administrations. Donc on en a terminé avec toute la première colonne, qui sont les tribunaux, alors je ne sais pas si je vais déjà prononcer le terme, mais les tribunaux de première instance. C'est comme ça qu'on appelle les tribunaux qui jugent en premier lieu les affaires. Il faut savoir que ces tribunaux peuvent émettre des jugements qui sont dits en premier, c'est les premiers, et dernier ressort. Donc souvent, pour les affaires d'un montant inférieur à 4 000 €, les jugements sont rendus en dernier ressort. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être rejugés, ils ne sont pas susceptibles d'appel. On va revenir sur ce qu'est l'appel juste après. Ils sont par contre susceptibles d'un pourvoi en cassation. Et on va voir la différence entre l'appel et la cassation. Et donc là, la cour d'appel qu'on va voir tout de suite, on sera sur un deuxième degré de juridiction. Et la cour de cassation, ou le Conseil d'État, un niveau administratif, on sera sur une juridiction suprême et surtout pas un troisième degré de juridiction. Donc, les voies de recours sont l'appel et la cassation, avec une grande différence sur ce qui va être jugé. Donc, je vous mets la définition de l'appel. On va la décortiquer un petit peu. Voie de recours, c'est un recours contre une décision avec laquelle on n'est pas d'accord, qui permet de déférer, de demander un réexamen, une décision juridique à une juridiction supérieure, donc en l'occurrence la cour d'appel, avec des juges, la plupart du temps, avec des juges un petit peu plus expérimentés, qui jugent à nouveau en fait et en droit. Ça veut dire qu'elle recommence à zéro, elle reprend les faits, elle peut demander, elle réexamine les preuves, elle vérifie les règles de droit qui s'appliquent, donc ça c'est en droit.
elle réentend les personnes, etc., si besoin, et donc elle rejuge. Et elle va soit confirmer, donc être d'accord avec le tribunal de première instance, soit infirmer, donc être en contradiction avec la décision de première instance. Et donc si elle l'infirme, elle va la réformer, c'est-à-dire la transformer, soit l'annuler, soit la transformer. Éventuellement, parfois elle est un peu entre les deux. Voilà, elle peut prendre en tout cas avoir un avis différent et rendre une sentence différente. Et donc la sentence primitive, c'est la sentence qui a été rendue par le tribunal de première instance. Donc, voilà. Soit elle est d'accord, elle rend un arrêt confirmatif, et donc la décision de première instance est maintenue. Soit elle n'est pas d'accord, la cour d'appel, elle estime qu'après réexamen, les règles de droit étaient mal appliquées ou les faits ont été mal perçus. En tout cas, elle rend un arrêt infirmatif, et dans ces cas-là, elle change la sentence qui a été rendue. Dans ces cas-là, donc ça on l'a dit, les juges d'appel sont plus expérimentés, et on l'a dit aussi, si le jugement a été rendu en dernier ressort, on ne peut pas faire appel. Donc on a donc ici au niveau de l'ordre judiciaire les cours d'appel, avec chambre des appels correctionnels ou cour d'assises d'appel au niveau du pénal, une cour d'appel étant civile. Donc on a les cours d'appel judiciaires ici. Et au niveau administratif, les cours administratives d'appel. Donc, mais elles font voilà, globalement la même chose. Sauf que chacune, voilà, les cours d'appel rejuge les affaires qui ont été jugées au civil, les cours d'appel judiciaires rejugent les affaires jugées au pénal, et les cours administratifs d'appel rejugent les affaires jugées par le tribunal administratif. Quelle que soit la cour d'appel, et pour les jugements qui avaient été rendus en dernier ressort, il est possible de faire un pourvoi en cassation, de se pourvoir en cassation. Donc c'est l'expression qui convient. Alors, qui peut être refusé, alors on verra, il y a des histoires de délai, enfin, il y a quelques conditions, ça on le retravaillera en TD. Mais sur le principe, on peut demander un réexamen, alors pas un réexamen, pardon, mais on peut demander un pourvoi en cassation, est-ce que la Cour de cassation se penche sur notre affaire. Et donc la Cour de cassation, alors que pour le coup est une juridiction permanente qui siège à Paris, elle va cette fois non plus rejuger les faits, mais uniquement en droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va uniquement vérifier est-ce que la cour d'appel ou le tribunal a bien appliqué la loi. Il y a une règle de droit, alors déjà est-ce qu'il a bien choisi les règles de droit qui s'appliquaient, et est-ce qu'il les a correctement appliquées. Et elle vérifie ça. Est-ce que le droit a été correctement appliqué? Donc l'objectif finalement de la Cour de cassation qui peut être amenée à rejuger toutes les affaires, c'est d'unifier le droit, de faire en sorte que sur tout le territoire français, les mêmes règles de droit pour des cas semblables soient appliquées de la même manière. Mais elle ne va pas réexaminer les faits. Et donc elle va rendre elle aussi des arrêts. Elle peut en rendre de 3 types. Des arrêts de rejet, donc elle va rejeter la demande qui a été faite, et donc c'est la décision de la cour d'appel qui va être maintenue. Alors de la cour d'appel ou du premier tribunal, enfin la décision précédente. Elle peut rendre un arrêt de cassation sans renvoi, donc là en fait elle estime qu'il n'y a plus rien à juger, donc elle casse ce qui a été fait dans l'instance d'avant, mais elle ne propose pas un réexamen de l'affaire, elle ne propose pas autre chose, simplement elle dit voilà, il n'y a rien à juger, je considère que l'affaire est terminée, donc après elle va préciser qui va prendre en charge quels frais, mais voilà, ça s'arrête là. Et enfin, elle peut proposer une cassation, donc elle casse là aussi le jugement rendu par l'instance précédente, mais cette fois avec renvoi. Donc soit renvoi, si ça vient de la cour d'appel, devant une nouvelle cour d'appel, ou éventuellement devant le tribunal qui avait jugé en premier lieu. Et donc, ça va être rejugé, ça peut revenir en cassation, donc il y a un nouveau pourvoi. Et dans ces cas-là, alors ça arrive rarement, mais ça arrive, parce que normalement, la cour d'appel qui rejuge après une cassation, elle est censée suivre les indications que la cour de cassation a données, et donc appliquer correctement la loi. Et donc normalement, ça s'arrête là. Mais voilà, il peut y avoir un nouveau pourvoi en cassation. Là, la cour de cassation, elle se réunira dans ce qu'on appelle une assemblée plénière, qui va avoir pour but de rendre un arrêt qui va s'imposer
à la cour d'appel ou au tribunal qui sera obligé de suivre la cour de cassation dans ses directives, de rendre un jugement dans ce sens-là, pour que ça s'arrête et que ça ne fasse pas voilà, un cercle sans fin. Donc au niveau de l'ordre judiciaire, ça s'appelle la cour de cassation, la juridiction suprême de l'ordre administratif, c'est le Conseil d'État. Alors le Conseil d'État a d'autres rôles que celui de juridiction suprême. Je pense que vous en parlerez largement dans le cours de droit administratif l'année prochaine, donc je vais pas m'appesantir dessus. Sachez qu'il juge, il y a certaines affaires qui sont examinées par lui en appel, et c'est lui qui vérifie la légalité des actes administratifs, de certains actes administratifs relatifs à des décrets administratifs ou des choses comme ça, si on lui demande de vérifier leur légalité. Donc, et également un rôle de conseil juridique au gouvernement. Voilà, donc je viens de le dire, c'est s'il y a un recours en annulation contre un décret, une ordonnance ou un arrêté ministériel, donc un acte du gouvernement, c'est vers le Conseil d'État qu'on peut, alors qu'un citoyen peut éventuellement d'ailleurs de faire un recours en annulation. Ce décret-là, soit il n'est pas conforme à une loi, ou il n'est pas constitutionnel, ou autre, on peut faire un recours en annulation pour faire annuler ce décret ou cette ordonnance. Et dernier point que nous allons évoquer, donc le tribunal des conflits, qui est un petit peu à part. Alors il n'est pas, dans le tableau, il est vraiment à part. C'est tout simplement le tribunal, qui est d'ailleurs présidé par le garde des Sceaux, auquel on va poser la question quand on ne sait pas qui doit juger. Tout simplement. Est-ce que c'est de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif? Donc on peut avoir 3 situations. Quand on ne sait pas, en amont, on se pose la question est-ce que c'est de l'ordre administratif ou judiciaire? Et on peut avoir soit un conflit positif, il y a les tribunaux de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif qui se déclarent compétents pour juger l'affaire, parce que ils ont été portés, les affaires ont pu être portées par 2 personnes différentes devant 2 tribunaux, ou même par une même personne qui tente sa chance devant les 2 tribunaux, les 2 se déclarent compétents. Ou inversement, les 2 se déclarent incompétents. Non, c'est pas à moi de juger, non, c'est pas à moi de juger, on a un conflit négatif, il va bien falloir que quelqu'un juge quand même. Il y a une 3e possibilité, alors qui arrive moins fréquemment, mais c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte, les 2 ont rendu des décisions sur la même affaire, et des décisions contradictoires, sinon ce serait pas drôle. Donc on peut aussi avoir cette 3e situation-là. Exemple, on va avoir alors ça peut être un enseignant d'ailleurs, qui n'est pas titulaire de la fonction publique, donc qui n'est pas fonctionnaire de l'État, et qui a un conflit donc avec son employeur qui est l'État. Est-ce que c'est de l'ordre administratif? Est-ce que c'est devant le tribunal administratif ou devant les prud'hommes? Puisqu'il a un contrat de travail de droit privé. Dans le cas d'un marché public, l'entreprise qui a obtenu le marché a fait appel à un sous-traitant. Donc lui n'a pas signé le marché public. S'il ne se fait pas rémunérer, est-ce qu'il veut se retourner contre l'administration qui est à l'origine du chantier? Est-ce que c'est de l'ordre administratif ou est-ce que c'est de l'ordre judiciaire? Donc, il y a plein d'exemples, vous pouvez voir sur le tribunal des conflits, une rubrique décision, vous pouvez trouver plein d'exemples dessus avec les décisions qui est compétent. C'est un sujet intéressant, on va pas prendre le temps d'aller beaucoup plus loin. Voilà, 4 décisions contradictoires, je ne l'avais pas affiché, je ne l'ai que dit. On a fini de faire le tour de l'organisation judiciaire, donc voilà, de la totalité, je la remontre. Cette synthèse, je vous ai dit, c'est la Bible, c'est vraiment important. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la compétence des tribunaux pénals, au pénal, donc un tribunal de police correctionnelle, cour d'assises, que les litiges entre particuliers et services publics et État administration sont jugés au tribunal administratif, que si on n'est pas d'accord avec le jugement rendu en première instance, en dernier ressort ou par le jugement rendu en cour d'appel, on peut se pourvoir en cassation, et que en cas si on n'est pas d'accord avec un jugement de première instance qui n'est pas en dernier ressort, on a entre les deux possibilité de faire rejuger son affaire par un 2e degré de juridiction qui est la cour d'appel. Et la décision de cour d'appel peut elle aussi faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Donc la cour d'appel rejuge en fait et en droit, donc elle réexamine tout et elle vérifie l'application de la loi. La cour de cassation ne juge qu'en droit,
elle va uniquement vérifier l'application de la loi dans un objectif d'unité au niveau national. Et la juridiction suprême, l'équivalent de la Cour de cassation au niveau administratif, c'est le Conseil d'État. Il faut vraiment que vous connaissiez bien cette organisation judiciaire. Les tribunaux compétents, donc on fera un exercice avec plein d'exemples en amphi, avec quel est le tribunal compétent dans plein de situations, pour donner plein d'exemples, faire rentrer un petit peu tout ça, parce que c'est pas forcément simple, et notamment aussi les compétences territoriales, pour tout ça, ça rentre. Il y a du vocabulaire comme arrêt confirmatif, arrêt infirmatif qu'il faut intégrer. Si vous voyez par exemple ces termes-là dans une décision de justice, on fera un TD, plusieurs TD même pour comprendre, apprendre à analyser une décision de justice. Mais si vous ne savez pas en lisant arrêt confirmatif que ça veut dire que la Cour d'appel a rendu un jugement conforme à celui de première instance, vous n'arriverez pas à analyser la décision de justice. Donc il y a vraiment du vocabulaire. Alors je vous redonnerai aussi encore du vocabulaire en TD. Il va falloir acquérir un certain nombre de termes, de vocabulaire juridique, pour être en mesure d'appliquer correctement le droit. Sur ce s'achève donc cette troisième séance. Vous pouvez dès à présent faire donc le test numéro 3 et je vous encourage à venir en amphi donc pour apprendre à appliquer un exercice à la fois d'application et de mémorisation sur la séance 2 et la séance 3, donc sur l'intégralité du document de synthèse qui est également disponible sur eCampus. Bon courage!